L'astronomie, c'est une passion, c'est bien sûr les beaux objets du ciel, c'est comprendre les figures géométriques que font ces objets du ciel, c'est l'angoissante splendeur de la sphère étoilée. On résume bien l'idée qu'il n'y a pas de discontinuité entre les choses peuvent se répondre. Il y a un jeu, allez, j'ose le terme baudelairien, il y a des correspondances. À l'occasion, tout à l'heure, je vous montrerai un poème que j'ai écrit qui relate mon expérience, ma découverte de l'astronomie. Les hommes n'étaient pas sous le coup de la pollution lumineuse des villes et puis de la pollution télévisuelle de M6, C8, CNews, tout ce qu'on veut, voilà. Eh bien, ils n'avaient comme grand spectacle la nuit que de regarder le ciel. Et le ciel les fascinait. Et assez vite, les artistes et les écrivains font preuve de profonde connaissance astronomique. On pourrait lire l'apologie de l'astronomie par notamment Jacques Pelletier du Mans. Ou Jean-Antoine de Baïf, qui est auteur d'un long poème intitulé Les météores. Les météores, ça veut dire ce qui se passe dans le ciel. Les écrivains qui se sont constitués, c'était à une époque où la poésie de langue française, de langue d'Oïl, avait déjà beaucoup progressé depuis les Trouvères au Moyen-Âge. À cette époque-là, à la Renaissance, il y a vraiment un renouveau de la littérature et de grands poètes qui se fédèrent. Pour mémoire, les poètes de la Pléiade sont donc Pierre de Ronsard, que j'apprécie énormément, Joachim, c'est peut-être des noms que vous avez déjà croisés d'ailleurs au cours de vos études. Hein. Joachim du Bellay, probablement, vous l'avez croisé aussi. Peut-être Rémi Bello, mais c'est moins sûr. Après, il y a des gens que vous connaissez moins, comme Étienne Jodel, Jean-Antoine de Baïf, Pontus de Thiard et Jacques Pelletier du Mans. Pierre de Ronsard est extrêmement connu. Il était dit prince des poètes. Le soleil, vous voyez. Eh bien, pour mémoire, les étoiles de l'amas des Pléiades ont aussi des noms, mais qui ne sont pas les noms, évidemment, du groupe de la Pléiade. Ce sera immobile au centre de l'univers et que tout l'univers tournait autour. Parce que c'est l'impression que l'on a. En réalité, ce n'est pas du tout ça. On est passé du géocentrisme, la Terre au centre, à l'héliocentrisme, le Soleil au centre. C'est un événement, il est un événement capital qui se situe un peu avant le milieu du XVIe siècle. C'est la parution en 1543 de l'ouvrage de Nicolas Copernic à propos des révolutions des orbes célestes, en latin, des revolutionimus, qui va avoir des répercussions dans la poésie elle-même. Il a fallu du temps. Bonjour. La marquise du Châtelet, Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, de son vrai nom, a été la traductrice du gros ouvrage de Newton. Newton, ça vous dit quelque chose? Pense les jours, les saisons et les ans à des mondes divers autour de lui flottant. Ces astres asservis à la loi qui les presse s'attirent dans leur course et s'évitent sans cesse. Alors pour ceux qui ont l'habitude de la littérature, vous avez reconnu des alexandrins, d'accord? Ce sont des poèmes sur 12 pieds, et il y a un long développement comme ça de vers de 12 pieds. Ça, on le retrouve aussi dans mon livre. Ça, c'est une plus tard de Jean-Baptiste Lully. Mais je la trouve sympa, cette illustration. L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits. Un astrologue un jour se laissa choir au fin d'un puits. On lui dit, pauvre bête, tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête? Femme savante, vous savez, Molière, c'était au théâtre, sur scène. Vous vous imaginez quelqu'un qui arrive sur scène apeuré et qui dit « Je viens vous annoncer une grande nouvelle. Nous l'avons en dormant, madame, échappée belle. Un monde près de nous a passé tout du long, échu tout de travers de notre tourbillon, c'est-à-dire l'emplacement de la terre. Et s'il eût en chemin rencontré notre terre, elle eût été brisée en morceaux comme verre. » Et oui, la catastrophe qui s'est abattue sur l'arrière-pays niçois. Je veux dire, après, quand on connaît les choses, on peut dire oui, alors ça, c'est notre faute, ça, c'est pas notre faute, ça, c'est la faute à la comète qui est passée, ou pas, en l'occurrence, pas. Enfin, la vérité dissipe l'ignorance, c'est le but des sciences, en réalité. C'est le but des sciences. Bon. On connaît autour d'autres étoiles 4360 exoplanètes qui sont réparties dans 3223 systèmes, dont 713 à planètes multiples. D'accord?
L'objet qu'on va voir, d'abord on trouvait des planètes de 10 masses jupitériennes, puis après, qui est vraiment énorme, quoi. Le Soleil est une toute petite étoile, mais ce ne sera même pas visible là, à cette échelle-là, qui fait partie d'une galette qui contient 200 milliards d'étoiles à peu près. Et on pourrait imaginer qu'il y ait un petit peu partout des civilisations extraterrestres. C'est possible. Je n'ai pas dit que c'était prouvé, mais je dis que c'est possible. On n'en a pas la preuve, mais c'est assez fortement probable. Bon, alors, vous savez, dans ces poèmes, c'est de l'astronomie, et Victor Hugo avait vraiment étudié l'astronomie, avec Camille Flammarion notamment. Bon, allez, je vous le lis. Taureau posé dans Ur et dans Gérimadette. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre. Le croissant, fin et clair, parmi ces fleurs de l'ombre, brillait à l'Occident. Héroud se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait en son allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles, pour parler du croissant de la lune. Et voilà qui, comme je veux, mes mots ne mentent pas. L'attente planétaire au soleil retrépas, mais douce autant que l'est ta voix muette intense. Au reflet du couchant, dans ta blanche apparence, de papillons salins qui volent sur mes pas, tu donnes tes rayons aux vaporeux appâts. Tu préfères décrire en souterraine carte, autour de ton amant l'ellipse au foyer d'or, toi plus brillante encore, lorsque tu t'en écartes. Le visage aura bientôt cessé d'obscurcir ta beauté, c'en est fini du jour, du soleil, de l'été, pour des nuits sans sommeil à voir ton mirage. Sois donc l'astre charmant, le bijou lumineux, le croissant argenté qui fauche la seconde, à qui je veux donner par une voix féconde un quatrain chaque soir de mes vers amoureux. Voilà là, dès le début du poème, je donne la clé. C'est ce qu'au XXe siècle on appellera d'ailleurs l'oulipo. C'est un mot un peu étrange. On appelle l'ouvroir de littérature potentielle. Bref, c'est des gens qui dans les années 50, 60, 70 étaient des penseurs, des mathématiciens, des poètes, des écrivains, et ont voulu rechercher toutes les potentialités du langage. Et donc ils ont fait des textes dans lesquels ils donnent une clé pour comprendre ce qu'il y a dans le texte. C'est exactement ce que je fais quand je déclare un quatrain chaque soir de mes vers amoureux. Ça veut très clairement dire que je vais écrire un quatrain par phase de la Lune. Et que dès le premier soir d'observation de la Lune, quand la Lune est en tout fin croissant et qu'on ne voit rien du tout, c'est-à-dire elle est noyée dans la lueur du Soleil, eh bien, on peut amorcer le premier soir. Et après, chaque soir, on peut faire une observation de la Lune et relier un quatrain. Bon. Il y a beaucoup d'autres sujets qui mériteraient d'être développés, les planètes, les comètes, le paysage martien, ça aussi, vous êtes de la génération qui avait grandi avec ça, ça vous semble naturel, mais en réalité, c'est un exploit scientifique et technologique extrême d'arriver à envoyer un robot sur Mars, faire des photos comme ça et prendre des échantillons et faire des analyses. C'est Mars, oui, c'est la planète Mars, absolument. Sur la planète Mars. Donc une étoile filante, symbolique, qui passe rapidement dans le ciel. L'appel de l'infini. L'appel de l'infini, je peux vous lire mon poème, ma première observation, qui se dit aussi ma prime observation. Quand je vous ai dit tout à l'heure, je faisais de l'astronomie, j'étais enfant. Bien, voilà le témoignage. Je me revois enfant, rêvant d'un ciel parfait, ne sachant que très peu, mais devinant à vide des tableaux de cosmos, l'interminable vide, et savoir où j'allais. Personne ne savait. Ô ciel, lieu mémoriel, vaste évasion de mai. Les jours étaient très doux, les courtes nuits sans rides, et du planétarium le souvenir solide projetait dans l'esprit ses formes au sommet. Les pieds nus, contemplant une étoile voisine, au travers du carreau crasseux de la cuisine, attiré par l'étoile, infatigable éclat, je priais, je rêvais, emportant tout plus loin. Mais l'impassible étoile évoluait par-delà, et vexante avec ça, il ne répondait point. Donc c'est un souvenir de, en gros, du printemps 1979, quand j'avais 6 ans. D'accord ? De mon livre et de mes recherches, et vous voyez un petit peu dans quoi ça s'enracine.
quelles sont mes préoccupations.